Salut tout le monde, c'est encore Docteur Nico en train de fouiner dans les vestiges de notre héritage culturel en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de savoir s'il était nécessaire à un homme ou à une femme de quitter le toit de ses parents avant la fin de la puberté ou la fin de l'adolescence. La réponse à cette question nous vient de l'analyse de la tribu des Barega à travers le rite initiatique appelé Lutende, communément connu sous le nom du rite de Kimbilikiti. Ceci consiste à écarter le jeune Rega de sa famille entre l'âge de 14 et 17 ans et l'initier aux coutumes de la tribu impliquant la circoncision des initiés ainsi que la participation aux activités d'endurance à la douleur. Il faut reconnaître que d'une part, il y a des arguments en faveur de la nécessité à perpétuer cette pratique parce qu'elle permet le maintien de l'identité de la culture du peuple Rega. D'une autre part, sans compter la superstition et l'archaïsme qui entourent ce rituel, il y a des critiques à la pratique pour, premièrement, son caractère sexiste, car elle encourage la participation du genre masculin et punit par la peine de mort la participation du genre féminin, même accidentelle. Et deuxièmement, par son caractère obligatoire, elle porte atteinte au libre choix car les personnes non volontaires sont exposées à des peines sévères de la part de la communauté et parfois à la mort. Même si on ne doit pas fermer les yeux sur ces critiques, une analyse plus approfondie nous permet de constater qu'il y a une utilité de la pratique Kimbilikiti qui, je pense, n'a jamais été articulée en s'appuyant sur des données scientifiques et de comparaison avec d'autres cultures. On commence par établir le fait que la pratique des rites initiatiques est très répandue à travers le monde. Et j'aimerais porter à votre connaissance qu'à travers tous ces rites, le dénominateur commun est le fait qu'il y a toujours des activités d'endurance qui y sont associées. Deuxièmement, il y a un fait qui d'ailleurs justifie le caractère secret de la pratique Kimbilikiti et ceci n'est apparent que lorsque vous considérez les rites initiatiques chez les indigènes de l'Amérique en Amazonie qui impliquent l'utilisation d'une boisson appelée ayahuasca et qui est fait d'ingrédients seulement connus par les détenteurs du secret. C'est un hallucinogène qui transporte ceux qui la boivent dans un autre monde. J'espère que jusqu'à ces niveaux, vous pouvez faire le lien entre l'ingestion de ces substances par les initiés et le fait qu'ils soient immunisés contre la douleur lors des activités d'endurance. Mais pour mieux comprendre le phénomène, permettez-moi de vous introduire à une autre notion, celle de l'épigénétique. Au fait, cette discipline explique comment un événement, une expérience peut changer l'expression génétique des personnes sans en changer la séquence nucléotidique, l'ADN, mais jusqu'à pouvoir transmettre ces expressions génétiques modifiées à leur progéniture. Vous pouvez vous demander peut-être qu'est-ce que cela a à voir avec la pratique des Kimbilikiti, même si on admet que ces initiés boivent des substances hallucinogènes. Eh bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais maintenant vous montrer la structure de la sérotonine comparée à celle du diméthyltryptamine. C'est un hallucinogène. Ces deux structures moléculaires sont presque pareilles et Dieu seul sait pourquoi. La différence est que sur le plan embryologique, le système sérotoninergique
est responsable de la formation du reste du système nerveux et par conséquent de notre personnalité, la façon dont on se comporte dans le monde, pendant que le DMT crée une expérience qui nous déplace de cette personnalité en seulement 10 minutes. Et pour revenir au rituel Kimbilikiti, la boisson qui est offerte aux initiés non seulement inhibe la douleur lors de la circoncision et des activités d'endurance, mais aussi crée une expérience qui permet aux initiés d'accéder à l'autre face de leur personnalité, face négative de la nature humaine. C'est que le célèbre psychoanalyste suisse Carl Jung appelle l'ombre. Je ne suis pas un expert dans la matière de la Bible, mais lorsque vous lisez l'expérience de Jacob, lorsqu'il fuyait son frère parce qu'il était stupide à usurper son droit d'aînesse, il est arrivé à un endroit qu'il a plus tard baptisé Bethel. Il a eu un rêve et dans ce rêve, il y avait un escalier qui monté, qui avait sa base sur la terre et le sommet dans les cieux. Et les anges de Dieu montaient et descendaient à travers cet escalier. Il est parfois dit que les gens d'antan pouvaient accéder à ces états de transcendance et on suspecte l'utilisation des hallucinogènes. C'est comme si les anciens Rega ont compris qu'il fallait non seulement offrir un espace approprié pour révéler et en même temps intégrer l'ombre des initiés à un âge où ils sont le plus confus par rapport à l'orientation de leur vie, mais aussi en même temps leur inculquer les valeurs en vue de créer une société d'hommes qui soit sérieux et courageux dans un environnement qui ne leur est pas familier. Et ceci répond à la question de savoir s'il était nécessaire à un homme de quitter le toit de ses parents avant la fin de l'adolescence. La réponse est oui, étant donné que c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir se prendre au sérieux en tant qu'individu et de participer pleinement à la construction d'une société inclusive, car c'est loin de notre zone de confort que l'on arrive à vraiment se découvrir, à découvrir ce dont on est capable, éventuellement développer un code génétique utile à passer à notre progéniture. C'est une des raisons pour lesquelles le Murega a tendance à se surpasser dans beaucoup de domaines, et surtout lorsqu'il est loin de son territoire. Nous qui avons grandi à Uvira, nous nous rappelons très bien que pendant des années, Papa Kisoka a été considéré comme l'homme le plus riche d'Uvira. Même si on associe cela au caractère hospitalier de Bavira Bafulero, il est, à mon avis, approprié de lui donner le crédit d'avoir fait de son mieux loin de sa maison ancestrale. Et ce, parce qu'il a été initié ou ses parents le lui ont transmis. Et nous osons espérer que cela a été transmis à la jeune génération de Kisoka qui est actuelle, à moins qu'il ne se soit mis à s'entre-déchirer comme on l'a expliqué dans l'épisode précédent sur les bâchis. Il est dommage que la pratique initiatique Kimbilikiti connaisse une impopularité parce qu'elle est mal assimilée par les nouvelles générations. Mais les sociétés qui ont su adapter cette pratique en instituant, par exemple, le service militaire après les études secondaires comprennent l'importance d'offrir un cadre propice au développement de leur jeunesse pour générer un futur qui sera géré par des responsables et non des éternels adolescents, comme on le voit partout dans le pays, jusqu'au niveau les plus hauts de nos institutions étatiques. Il est souvent très facile de condamner la classe dirigeante de notre pays pour leur manque de caractère et je ne veux en aucun cas minimiser les crimes commis, mais il est tout aussi irresponsable de penser que
le changement à la tête est le remède à nos malheurs. Et pire encore, de penser que si nous étions à la tête de ces institutions, nous ferions mieux. Ce raisonnement, qui est populaire d'ailleurs, n'est qu'un signe d'immaturité dont nous sommes tous victimes, car nous oublions que ces dirigeants viennent de nos familles et nos communautés qui ont choisi de ne pas les initier à la vie de responsables parce que ceci nous permet de fermer les yeux sur notre propre potentiel à causer une tragédie, comme si cela était un signe de faiblesse. Aussi longtemps que nous ne nous considérons pas comme faisant partie du problème sur le plan individuel, nous ne nous prendrons jamais au sérieux et nous jouerons toujours la carte soit de la victime, soit de l'exception qui confirme la règle. Il y a un homme célèbre qui a dit un jour que la mort d'une personne est une tragédie, mais la mort de 1 million de personnes, c'est une statistique. Tant que nous pensons que c'est seulement les autres qui ont la licence de penser d'une telle expression, nous resterons des adolescents éternels, toujours en train de pleurer nos milliers de morts chaque siècle, jusqu'à ce que le monde n'aura plus besoin de nous. Mais si nous sortons de notre zone de confort et de notre toit paternel, nous avons une chance. Merci encore une fois à ceux qui ont envoyé de l'information pour constituer le contenu.